Quelque peu échaudé par les derniers films d'action made in Netflix que j'ai pu voir récemment, j'ai décidé de poser mes flingues et de tenter ce long métrage porté par une critique plutôt élogieuse. Alors, The Dig est tiré du roman du même nom, écrit par John Preston et inspiré par un fait historique, donc la découverte de Sutton Hoo, une parcelle de terrain où fut mis à jour un gigantesque site funéraire datant du 7e siècle. Voilà, alors le roman racontait entre autres les rapports entre Basil Brown, donc un archéologue autodidacte, et Eddie Pretty, la veuve propriétaire des lieux. Voilà. Alors tout ça est mis en scène par un jeune, alors accrochez-vous, il a plusieurs casquettes, acteur, scénariste, réalisateur suisse-australien du nom de Simon Stone. Alors c'est quelqu'un qui est installé en Europe depuis 2015, je crois qu'il vit en Hollande, et qui régulièrement, en plus de ses activités cinématographiques, met en scène des opéras. Voilà. Alors sa filmographie est assez succincte et assez simple au niveau des titres. 2013, The Turning, 2015, The Daughter, et 2021, The Dig. Alors ça commence plutôt très bien, visuellement. On découvre d'emblée le personnage interprété par Ralph Fiennes, donc il y a cette caméra qui le suit alors que lui est à vélo et qu'il évolue dans la campagne anglaise pour se rendre jusqu'à chez sa potentielle cliente, donc la fameuse Eddie Pretty, interprétée par Carey Mulligan. Et la caméra, vraiment, comme je vous disais, le suit dans sa balade. C'est filmé à ras des hautes herbes dans la campagne anglaise. C'est assez beau. Ça donne vraiment une impression voulue, évidemment, ça donne un sentiment de quelque chose de vraiment très terrien, voilà. On sent que ce personnage est vraiment fait partie du décor, et voilà, il y a quelque chose d'assez original qui opère pendant cette première minute de film. Cet aspect est encore plus renforcé quelques minutes après. Il y a une très belle scène où la caméra suit les deux personnages principaux qui de dos marchent jusqu'à l'emplacement du site. Et c'est très beau également, ça peut éventuellement, une demi-seconde, faire penser aux frères Dardenne, mais pas plus longtemps. Et voilà, il y a quelque chose, je vous dis, qui opère, c'est très difficile de le définir. Mais en tout cas, je me suis dit, si tout le film est de cet acabit visuellement, je vais vraiment prendre mon pied, quoi. Bon, vous me connaissez, il y a un mais. Très rapidement, en tout cas dans le premier quart d'heure du film, l'adéquation comme ça entre cette mise en image et la narration part un peu en sucette. Et rapidement, on va voir des choses un peu étranges au niveau de la mise en scène, vous voyez, des choses qui sont plus reliées au récit, qui ressemblent un petit peu à du maniérisme, un petit peu comme si le metteur en scène nous disait hey, les gars, je suis là, j'existe. Comme si finalement ce récit simple, faisait craindre à ce metteur en scène de tomber dans quelque chose de très classique, et du coup voilà, il tente des choses un peu hors sujet, quoi. Il y a notamment cette fameuse caméra qui suit bien les personnages. Bon, à l'intérieur de la maison à un moment donné, ils nous refait le même coup, sauf que là il met sa caméra un peu en biais comme ça. Bon, pourquoi, je sais pas trop. Il y a cette autre scène où il nous filme une scène d'intérieur dans une pièce de ce fameux manoir, pas trop éclairé, et il utilise un grand angle, donc ça déforme effectivement les contours de l'image, ça dure quelques secondes à l'écran. C'est pas traumatisant en soi, mais on se dit mais pourquoi il fait ça à ce moment-là, quoi. Voilà, ça devient un peu de l'esbrouffe, gratuite, et puis ça dure comme ça un quart d'heure, et ensuite effectivement on a l'impression qu'il se décide à refuser d'être ostensiblement formel comme ça. La mise en scène après du film devient très classique, ce qui est pas non plus gênant du tout, mais voilà, il y a ce sentiment un petit peu comme ça qui perd un peu la maîtrise petit à petit de son film. Il y a quand même une scène, pour moi la plus marquante dans le film, où on retrouve effectivement ce mariage entre l'image et la narration, où ça fonctionne très bien. C'est une scène, alors c'est pas un spoiler, ça arrive dans les premières minutes du film, mais c'est une scène où Ralph Fiennes se retrouve enseveli sous des mètres cubes de terre, parce qu'il a pas encore mis les étais. Et bref, tout le personnel de maison essaie de creuser pour le sortir de là, à la main. Ils réussissent à l'extirper, ils réussissent à le ranimer, etc. Mais alors, montre en main, cette scène doit durer 1 minute 10. Et la mise en scène à ce moment-là, qui empile un petit peu comme ça des plans très différents en les faisant se chevaucher, donne quelque chose
il y a une variété de plans qui donne l'impression que la scène est atrocement longue en fait. Et vraiment, on a envie d'aller au bout de cette scène pour savoir déjà si le personnage va s'en sortir ou pas. C'est assez brillamment mené. Il y a des plans aériens, il y a des gros plans du visage. Enfin, voilà, ça donne vraiment ça crée une angoisse à ce moment-là du film et c'est parfaitement donc du coup adapté à ce qu'on nous raconte forcément. Bon, alors le truc c'est que le roman reprenait 2 personnages ayant réellement existé, donc Eddie Pretty, interprété par Carey Mulligan, et l'archéologue, donc Basil Brown, interprété par Al Fiennes. Donc ces 2 personnages ont réellement existé, tout le reste des personnages étaient fictifs. Et alors, le film reprend cette structure, effectivement, et fait débouler plein de nouveaux personnages au milieu du film. Alors, il y a une logique, hein, ce sont des gens qui sont envoyés par le British Museum pour prendre la main sur les fouilles. Donc ça, on a en gros 4 nouveaux personnages qui débarquent, et même si c'est cohérent par rapport à l'intrigue, j'ai trouvé que c'était un peu artificiel. C'est comme si on nous a ramené un peu de son œuvre pour démultiplier les sous-intrigues et rendre finalement ce film qui peut paraître un peu austère par son sujet, un peu plus agréable à suivre, quoi. J'ai trouvé que c'était un peu plaqué, quoi. Alors, dans ces nouveaux personnages, on a un jeune couple d'archéologues fraîchement mariés, interprété par Ben Chaplin et Lily James. On a un jeune assistant qui est avec eux également, et on a le superviseur envoyé par le British Museum et interprété par le toujours excellent Ken Scott. Et cette arrivée de personnages va faire basculer un petit peu le film, qui va devenir, alors pour le pire et pour le meilleur, il va devenir terriblement anglais. Alors ce côté anglais, pour le meilleur, c'est ce côté un peu pudeur, exacerbé, qui est le reflet effectivement d'une époque, hein, et d'un lieu, hein, l'Angleterre, où tout le monde doit tenir son rang. Voilà, ça m'a fait un peu penser au film, à l'excellent film Les Vestiges du Jour de James Ivory, où finalement les personnages ont une attirance les uns pour les autres, mais où tout le monde se contient. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, c'est vrai que finalement, en y réfléchissant, je me rends compte que le film évoque vraiment, vraiment souvent le sexe sans jamais en parler. Voilà, ça c'est une des forces du film. Alors il y a notamment le rapport entre Eddie Pretty et Basil Brown, qui est une amitié, mais on sent que peut-être il y aurait possibilité d'un rapprochement, d'autant plus que cette veuve cherche un peu un père de substitution pour son jeune enfant. Elle l'invite d'ailleurs à dîner, lui est obligé d'annuler au dernier moment parce que sa femme officielle débarque. Et là on fait connaissance avec ce couple un peu où il y a plus que de la complicité finalement, il y a plus rien d'autre. Et lui est plutôt en demande de quelque chose de plus charnel. Et voilà, à 2 reprises, il essaye de la faire dormir avec lui, puisqu'elle vient le visiter sur son lieu de travail. Elle a le prétexte à chaque fois, non, faut que j'y aille, etc. Donc on sent qu'il y a quand même chez lui encore un désir qui est là. Donc là encore, voilà, on sent qu'il y aura une histoire d'amour qui pourrait se créer entre les 2 personnages principaux. On a également ce jeune couple d'archéologues venus du British Museum, qui est fraîchement marié, mais mal marié, puisque lui préfère les garçons, et elle est profondément malheureuse. Elle va finir par se rapprocher d'un cousin de Eddie Pretty pour vivre une brève d'histoire d'amour avant son départ à la guerre. Donc voilà, quand même, il y a quelque chose d'assez charnel et qui ne dit pas son nom dans ce film. Donc tout ce côté retenu british, moi, ça m'a plutôt plu. C'est la partie british que je préfère finalement. Alors après, on peut trouver effectivement qu'au final, la métaphore est un peu épaisse. Voilà, tous ces personnages qui fouillent la terre pour essayer d'y déterrer des trésors alors que leurs propres sentiments restent enfouis. Putain, j'ai envie de chialer. Bon, disons-le, l'autre aspect très anglais du film et que j'apprécie énormément, mais évidemment, c'est son casting. La qualité, effectivement, des acteurs anglais est les plus à défendre. Voilà, ce sont les meilleurs, point barre. Ce sont des gens qui peuvent absolument tout jouer. Et d'ailleurs, les acteurs anglais sont très souvent à 50-50 dans les productions américaines ou anglaises. Ils prennent l'accent très facilement. Il n'y a aucun souci. Ce sont des vrais caméléons pour la plupart. Ils n'ont pas forcément besoin d'être grimés à outrance. Bon, comme l'était par exemple Gary Oldman dans l'excellent pourtant Les Heures Sombres. Mais voilà, ils arrivent vraiment à incarner des personnages extrêmement différents sans problème, quoi. Regardez, prenez Carey Mulligan, on l'a quand même vu dans Drive,
quand même aux antipodes de ce qu'elle fait dans The Dig. On l'a vu dans le Shame de Steve McQueen. Et puis dans The Dig, rien que ces 3 rôles sont carrément vraiment très éloignés les uns des autres. Et elle arrive à tout faire très bien. C'est une très bonne actrice. Bon, là, pour le coup, elle joue un personnage qui, dans la vraie vie, avait 21 ans de plus qu'elle. Elle est un petit peu vieillie à l'écran par un petit maquillage assez subtil. Mais voilà, ça... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, sa performance est excellente, comme d'habitude. Et Ralph Fiennes, bon, n'en parlons pas. Si, plutôt, on va en parler. Bon, Ralph Fiennes, pareil, c'est le caméléon par excellence, quoi. Bon, dans The Dig, il est un peu rustre, terrien. Quand il joue M dans les James Bond, bah, il arrive à être autoritaire, flegmatique. Voilà, il est totalement haïssable dans la liste de Schindler, évidemment. Et puis il est touchant dans un de mes films cultes, Strange Days de Catherine Bigelow, que j'adore. Voilà. Donc vous voyez, 4 rôles déjà, vous avez le type est exceptionnel. Donc voilà, vive les acteurs anglais, vive eux, ce sont les meilleurs. Par contre, effectivement, ce côté anglais dont je vous parlais, dans ce qu'il a de plus négatif, c'est plutôt un petit peu l'aspect visuel. Bon, c'est-à-dire que là, bon, c'est un récit qui se déroule en 1939, comme énormément d'autres films anglais hein, qui racontent un petit peu juste l'aube de la guerre. Donc, effectivement, on a droit aux costumes en velours côtelé et aux casquettes, on a droit aux jolis services à thé, on a droit au gamin qui a un visage angélique et qui est une sorte de Peter Pan, on a droit à un majordome un petit peu rigide, on a droit à un manoir dans la campagne, enfin... Alors ça fait partie du récit, j'entends bien, mais j'ai l'impression d'avoir vu ça visuellement 1 milliard de fois, quoi, dans plein d'autres films anglais. Et visuellement, c'est pas aidé par la photo du film qui est... Alors, est-ce que c'est un parti pris, j'en sais rien, mais qui est très terne. Et du coup, qui évoque l'image qu'on peut retrouver dans beaucoup de téléfilms ou séries d'outre-Manche, quoi. Je vais être honnête, si vous tombez sur le film par hasard, vous pourrez croire sans problème que vous êtes au milieu d'un épisode d'Hercule Poirot, c'est pas une blague. Bon, alors disons-le, au final, bon, c'est encore une déception Netflix, parce que voilà, bah, c'est un film de toute façon qui va frustrer beaucoup de monde, hein, je vous le dis clairement. Ceux qui sont fans d'histoire, qui espèrent avoir un film rigoureux sur le sujet, bah, seront peut-être plus intéressés par la première partie. Ceux qui aiment les drames humains, campagnards, préféreront la seconde, mais sur la durée, tout le monde sera un petit peu frustré. Bon, alors apparemment, le film ferait le plein de vues sur Netflix en ce moment, ferait le buzz, etc. Bon, on va se calmer un peu. Les chiffres Netflix, n'oublions pas, sont communiqués par Netflix, hein, voilà. Donc c'est juste du marketing, hein. Plus un film marche, plus les gens ont massivement envie de le voir. Voilà, ça devient viral, etc. Enfin, on est sur YouTube, vous connaissez la chanson. Un chat qui pète fera toujours plus de vues voilà, qu'une vidéo sur le cinéma, hein. Enfin, je me comprends. Mais voilà, c'est du marketing, hein. Comme les 70 millions de foyers qui auraient vu Lupin, j'y crois pas un quart de seconde. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Par contre, effectivement, la critique est élogieuse au sujet de ce film, bon, bah, nous fait à peu près le même coup qu'un film comme Manque, c'est-à-dire qu'elle va plébisciter les codes que le film utilise, et pas tellement l'œuvre pour ce qu'elle est, quoi. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, encore déçu. Bon, si le sujet quand même vous intéresse, jetez un œil. Hein. J'ai pas envie non plus d'être péremptoire, hein, chacun ses goûts. Mais voilà, moi perso, je vais continuer ma quête pour essayer de trouver le grand film Netflix 2021. C'est pas gagné visiblement. Et puis d'ici là, je vous souhaite un bon courage à tous. Et puis voilà, si vous n'avez rien de mieux à faire, abonnez-vous. Ciao.